enfin un 440 qui reprend un peu des couleurs depuis quelques jours. Nous revenons dans des situations un peu plus positives, une volatilité un petit peu moins forte. Mais attention, le plus dur à mon avis arrive avec différents axes à surveiller, politiques, mais aussi sanitaires, puisque nous avons maintenant un nouveau problème Mpox, si je dis pas de bêtises, qui est en train d'arriver d'Afrique. Donc j'espère que tout ça va pas trop impacter la situation en France dans les jours et les semaines, voire les mois à venir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 57, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc la performance du CAC 40 depuis le début de l'année est de moins 1,24%. Donc le CAC 40 se trouve actuellement à 7449,70 points. Je vous ai mis de nouveaux indicateurs, donc je vous ai mis le 440 GR. Donc le 440 GR, si vous ne le savez pas, c'est le 440 avec les dividendes réinvestis. Donc vous voyez que le 440 GR est lui en positif à 1,19%. Et évidemment le SBF 120 qui lui est à moins 1,87%. Je vous ai mis tous ces indicateurs, pourquoi? Parce que vous verrez tout à l'heure dans le question-réponse que j'ai remis au milieu de la vidéo, je répondrai donc à un message qui m'a été donné par rapport à ça, qui me proposait justement d'utiliser le 440 GR. Donc on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, au niveau du graphique, donc on voit qu'on est toujours au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est même un tout petit peu dessous, on est passé un petit peu légèrement dessous, puisque la moyenne mobile 20 périodes est à 7479,03, et actuellement le cours du 440 est à 7449,70. Donc on est légèrement dessous, on voit qu'on a une mèche qui est descendue presque au niveau des 7000. Pour le moment, ça a l'air de tenir, mais attention, on a une résistance juste au-dessus, un petit peu en dessous des 7600, on va dire, 7600 points. On pourrait taper dessus, essayer d'aller la tester, et ensuite revenir sur la moyenne mobile 20 périodes, et pourquoi pas enfoncer la moyenne mobile 20 périodes. Comme je vous l'ai dit, attention à septembre, ça risque d'être un grand vide pour nous, hein, ça risque de énormément bouger, il y a beaucoup de choses pas forcément très positives qui arrivent. Donc on verra ça en septembre. Au niveau de la variation hebdomadaire du 440, donc on a un 440 qui enfin reprend un petit peu de couleur, donc plus 2,48% sur la semaine, avec des belles perfs au niveau de Schneider Electric qui reprend 5,46 points, on a 46%, pardon. On a Hermès à 5,21%, Accor à 4,88%, Pernod Ricard à 0,61%. J'aimerais bien que ça remonte un peu plus pour Pernod Ricard, mais bon, je suis patient. Kering, malheureusement, qui baisse encore un petit peu. Alors, c'est plus léger, mais elle a tellement bien baissé déjà que j'espère que ça va pas continuer. Moins 0,02%. Et Eurofins Scientifique, après une belle petite remontée au-delà des 50 €, perd moins 2,27%. Au niveau des indices, donc on a un Eurostock 600 à plus 2,46, donc quasiment équivalent avec notre 440. Le SP500, lui, fait plus 3,93%. Le Nikkei, plus 8,67%. Très très belle remontée du Nikkei. Le Gold, plus 3,3%. Le Brent, plus 0,3%. Et la paire euro-dollar, plus 1,01%. Alors comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation. Donc actuellement, la plus grosse valorisation étant Euronext. Euronext qui a toujours ses 2 étoiles. J'hésite même à lui mettre la petite 3e étoile parce qu'on reste quand même sur un dossier très bon.
Je en reprendrai d'ailleurs quand je vais avoir une opportunité, quand j'aurai commencé à faire grossir un peu plus les autres lignes. Vous avez pu le voir depuis le début, j'essaie de faire grossir mon portefeuille de façon intelligente, en grossissant chaque ligne et en pas surpondérant une ligne par rapport aux autres, ce qui pourrait être dangereux après pour l'équilibre du portefeuille. Donc Euronext me verse un dividende de 2,48 € par action, plus 12% par rapport à N-1, marge nette au-delà des 35%, PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices, et un rendement estimé aux alentours de 4,17%, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau donc de mes quantités, donc j'ai 30 actions Euronext actuellement, mon PRU est à 77,01 €, plus-value latente de 22,70%, et au niveau d'Euronext, on a une performance de vendredi à 0,48%, sur la semaine plus 4,25%, sur le mois plus 2,55%, et sur 3 mois plus 5,23%. Bon, vous voyez la map, elle est, c'est celle du bas, elle est vraiment toute verte, donc ça confirme que je devrais peut-être lui mettre 3 étoiles. On est quand même sur un très bon dossier, et il n'y a pas de raison que ça change. Bien au contraire. Au niveau du graphique, on est passé donc au-dessus de cette résistance. Pour le moment, ça a l'air de plutôt tenir. Malgré, vous le voyez, une moyenne mobile 20 périodes qui est sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc la moyenne mobile 20 périodes à 74,80 et une moyenne mobile 50 périodes à 77,16. Ça tient bien. Pour le moment, elle est revenue tester avec une mèche, mais le corps, lui, n'est pas allé sur le support. Alors le support est quand même en petite tendance baissière. Mais pour le moment, c'est plutôt correct sur le dossier, je trouve. Et on voit en plus une moyenne mobile 20 périodes qui, quand même, fait son arc de cercle et a l'air plutôt de vouloir repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, nous avons Total Energy. Total Energy 3 étoiles. Pour moi, pas de discussion là-dessus. C'est un très bon dossier. Quand vous avez un PEA, c'est une action qu'il faut avoir, surtout si vous êtes, comme moi, friand des dividendes. Alors même si le dividende est en baisse à 3,01 €, c'est tout simplement parce que l'année dernière, il y avait eu un dividende exceptionnel. Mais si vous regardez sur le graphique du bas, vous voyez quand même qu'on a une progression du dividende, sans prendre en compte évidemment le dividende exceptionnel, c'est la partie en jaune. Ensuite, sur Total, donc nous avons un PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices, un rendement aux alentours de 5,83%, marge nette de 10%, donc c'est plutôt très bon. La transition que Total Energy est en train de faire vers l'énergie renouvelable porte à penser qu'elle pourrait tenir encore pendant des années et même devenir un leader mondial de l'énergie renouvelable, ce que je ne doute pas. Et donc c'est pour ça que je trouve que le dossier est très bon. Alors après on est quand même sur des prix assez hauts aujourd'hui, on va peut-être attendre un petit peu, quand ça revient en dessous des 50 €, ça commence à devenir intéressant je pense sur un dossier comme ça. En termes de quantité j'en ai 40, j'ai un PRU à 40,26 €, plus-value latente de 54,78%. Au niveau de Total, donc sur la journée de vendredi on est à moins 0,24%, sur la semaine plus 1,70%, sur le mois plus, alors je vais me remettre ici, ce sera plus facile même pour vous, plus 0,05%, et sur 3 mois on a perdu moins 6,21%. Malgré tout le dossier reste quand même très bon. Vous voyez que c'est une action que j'ai dans le portefeuille depuis 2020. Donc ça fait un petit moment que je l'ai même renforcé quand j'ai eu une opportunité. Au niveau du graphique, on est toujours donc dans cette ligne entre ici une résistance, alors pour le moment c'est un support vert mais ça va se transformer en résistance si on repasse pas au dessus avant la fin du mois, et un support en dessous, ça fait plus ou moins, oui ça fait une forme de biseau, donc ici on devrait avoir un biseau à un moment où l'action va devoir faire un choix à la hausse ou à la baisse, mais pendant tout ce temps le biseau est quand même haussier, donc tout porte à croire qu'on pourrait continuer à monter. On est venu toucher la moyenne mobile 20 périodes à 58,05 et on a une moyenne mobile 50 périodes à 45,29. On est quand même très bien sur le dossier pour le moment. On verra après par la suite si jamais il peut y avoir des changements politiques ou des changements stratégiques en termes
la guerre entre Israël et le Hamas, et aussi entre la Russie et l'Ukraine, puisque dans ces deux situations, il semble qu'on pourrait peut-être avoir des pourparlers et peut-être pas un arrêt de la guerre, mais en tout cas un ralentissement et peut-être une chose un peu plus calme et pourquoi pas trouver un terrain d'entente entre les deux, ce qui serait pas plus mal. Ensuite, nous avons Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, je l'ai acheté un petit peu cher, mais bon, ça reste quand même un dossier qualitatif, je pense. Pour le moment, elle souffre pas mal avec les restrictions que fait la Chine et les taxations que la Chine met sur leurs produits. Donc, pas que sur Pernod Ricard, mais sur tous les produits de spiritueux et luxe. On en parlera tout à l'heure. Et tout ça lié au fait que aujourd'hui l'Europe souhaite surtaxer, et d'ailleurs surtaxe les voitures électriques qui viennent d'Asie et de Chine, et donc du coup la Chine n'apprécie pas, et en représailles ils attaquent des secteurs qui peuvent faire mal à l'Europe et surtout aussi à la France. Malgré tout, on a quand même un dividende qui était à 4,70€, plus 14% par rapport à N-1, donc ça c'était sur l'année de référence 2022. On a un dividende qui est versé en 2 fois, ça c'est plutôt intéressant aussi. Pour le moment elle a 2 étoiles, si jamais la Chine devait rendre la situation un petit peu plus correcte, on va dire, avec moins de restrictions et moins de taxes, et que l'Europe aussi de son côté faisait un effort, on pourrait avoir une action qui reparte assez fortement à la hausse. Vous voyez qu'au niveau du dividende, on a un versement de dividende depuis plus de 6 ans, légèrement en hausse, si ce n'est sur une année où il a rebaissé un petit peu, mais sinon on voit quand même qu'il a tendance à augmenter. On verra pour les prochaines années. Au niveau de son PER 2024, il est à 18,10 fois les bénéfices. La marge nette est aux alentours de 20%, ce qui est plutôt très correct. Et on a un rendement aux alentours de 2,74%. 94%, pardon. En termes de quantité, j'en ai 20. Le PRU est à 141,91. Je suis à moins 13,40%. Pour le moment, je n'ai pas de pression particulière sur Pernod Ricard. Bien au contraire, si jamais la situation se dégrade, je pense que j'en reprendrai pour refaire baisser le PRU. Je suis assez confiant sur long terme, horizon 15-20 ans. Je pense que Pernod Ricard sera toujours là et qu'on aura résolu le problème avec l'Asie, je pense. J'en suis même sûr. Après, on voit que historiquement, c'est pas non plus une valeur qui a été souvent dans le rouge, hein, dans le vert, pardon. On le voit ici, la ligne est quand même plus de rouge que de vert. Mais ça reste un dossier quand même assez qualitatif, avec un portefeuille produit qui est assez diversifié. C'est ça que j'aime bien. Donc actuellement, Pernod Ricard a fait sur vendredi moins 0,85, sur la semaine plus 1,28, sur le mois moins 1,84%, sur 3 mois moins 18,18%. Là on voit que ça se dégrade fortement, mais c'est depuis qu'il y a les restrictions et qu'il y a un bras de fer qui s'est mis en place avec l'Asie. Sur le graphique, on est toujours sous la résistance, donc là ça sera un signal à surveiller, hein, de repasser au-dessus de la résistance pour qu'elle devienne support. Pour le moment on en est quand même assez loin. On voit les moyennes mobiles aussi qui sont en train de se couper, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est passée à 162,26 et une moyenne mobile 50 périodes à 164,24. J'espère que ça va pas continuer comme ça. Vous voyez quand même que historiquement, la dernière fois que c'était arrivé où il y a une coupure, c'était en 2009 on va dire, et ça a duré jusqu'en 2011. Et ensuite depuis 2011 on a eu toujours la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc on peut considérer que c'est des points d'entrée intéressants au vu du graphique. Mais attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Vinci, je suis très content d'avoir réussi à la remonter. Donc j'ai enfin pu reprendre une dizaine d'actions. Vinci, évidemment, j'y mets 3 étoiles. Malgré tous les risques qu'il peut y avoir, politiques ou non, je pense que c'est un dossier très costaud, avec de très bons fondamentaux. Une société qui pourra se relever même si jamais demain elle n'a plus les concessions autoroutes. Je suis sûr qu'ils trouveront d'autres business à investir et ils sont très forts pour ça. Donc je leur fais confiance à 100% là-dessus. 4,50 € par action, en hausse de 12% par rapport à une -1.
Sachant aussi que Vinci fait aussi de la construction, hein, évidemment, et que le secteur de la construction est très en difficulté actuellement et ça n'a pas l'air de vouloir repartir. Le jour où la construction va repartir, elle repartira. De toute façon, c'est cyclique. Il y a un moment ou un autre où la construction va repartir. Forcément, Vinci pourra aussi en profiter. Donc c'est plutôt très bénéfique pour nous. PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices, un rendement à 4,46% et une marge nette aux alentours de 8%. Au niveau des quantités, il y en a 20. Le PRU est à 92,72. Plus-value latente de 13,78%. Vous voyez aussi que c'est une action que je possède depuis 2020. Alors j'en avais 10 en 2020. Et ensuite j'en ai racheté 10. Aujourd'hui j'en ai 20. Mais c'est une ligne que j'ai commencé au tout début de mon investissement en bourse. D'ailleurs j'aurais dû en acheter plus à ce moment-là. J'aurais un PRU encore plus intéressant. Au niveau de sa performance, donc de vendredi, plus 0,91%, sur la semaine, plus 2,43%, sur le mois, plus 0,19%, et sur 3 mois, moins 9,05%. C'est à peu près à ce moment-là là, que j'ai racheté mes 10 actions sur Vinci, avec une opportunité aux alentours des 102 € où j'ai racheté. En termes de graphique, on n'a pas forcément énormément bougé, mais c'est pas plus mal, hein. Il faut de la latéralisation sur une action au niveau du graphique. La latéralisation permet de reprendre de l'énergie, et en général, lorsque ça latéralise, ça peut repartir à la hausse. Attention, encore une fois, je généralise, ça peut aussi repartir à la baisse. Dans tous les cas, on voit une moyenne mobile 20 périodes bien orientée à 105,38 et une moyenne mobile 50 périodes à 89,46. Au-dessus, on a une résistance qui nous amène aux alentours des 118 €. Pour le moment, on n'est pas en train de la travailler, hein, on est sur des bougies vertes, c'est déjà bien. Et il faudrait encore un petit peu de latéralisation, je pense, pour qu'ensuite elle puisse reprendre l'énergie nécessaire pour pourquoi pas casser cette résistance et que la résistance devienne support. Et là, on pourrait aller chercher les 120 €, ce qui serait plutôt pas mal et qui serait revenir à un des plus hauts historiques pour Vinci. Sinon, vous voyez que la tendance à long terme, on reste quand même sur une tendance haussière à long terme. GTT. GTT, pour le moment, tout se passe bien. Elle mérite ses 3 étoiles. On a un dividende de 4,36 € par action, donc payé en 2 fois. J'aime bien aussi les actions qui versent en 2 fois. Ça permet de répartir un petit peu les gains sur différents mois. Au niveau du versement du dividende, on voit qu'il n'est pas progressif, mais on a quand même régulièrement au-delà des 2%, des 2 € de versement de dividende, et sur certaines années du 4 €. Ça n'a pas été toujours. Donc là, c'est une année sur 2, sur 3 même, où on a plus de 4 € sur GTT en dividende. Ce qu'on va surveiller là actuellement sur GTT, c'est plus le fait que le gaz naturel est en train de baisser. Donc on va voir si ça a un impact après pour GTT. Au niveau du PER 2024, on est à 15,6 fois les bénéfices et on a un rendement 2024 à 5,23%. Au niveau du situation du bilan, on voit qu'on a une augmentation d'année en année, donc c'est très correct. Et on a une marge nette au-delà des 45%, donc vraiment ça c'est très appréciable pour une société du SBF 120. Ensuite, en termes de quantité, donc j'en ai 15, j'ai un PRU à 126,14, une plus-value latente de 8,11%, et vous voyez que j'ai GTT depuis le 14/06/2024, donc ça fait très peu de temps que je suis rentré sur GTT, j'ai beaucoup hésité, et au final, le dossier reste très qualitatif, donc même si ça baissait aux alentours des 100 €, je pense que je continuerai à faire grossir ma ligne tranquillement. Au niveau de GTT, donc sur vendredi, on a fait plus 0,15, sur la semaine plus 7,31, sur le mois plus 3,96 et sur 3 mois plus 2,02%. Vous voyez aussi que la ligne est totalement verte, donc ce qui veut dire qu'il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on était en positif sur le dossier. Alors après, vous me direz que la société aussi est assez jeune, puisqu'elle est rentrée en cours en 2015-2014 si je dis pas de bêtises, donc on est sur une société qui a moins de 10 ans en bourse. Donc ça aussi explique ceci. Ceci explique cela plutôt, pardon.
Au niveau de sa moyenne mobile 20 périodes, on est à 114,48, moyenne mobile 50 périodes 94,22. On voit qu'on est posé sur la résistance. Vous voyez là ici, alors on a un tout petit corps, une belle bougie, une belle mèche pardon, et une bougie qui est restée sur la résistance. Elle n'est pas vraiment passée au-dessus ni passée en dessous. Donc là il faudra voir le mois prochain en septembre qu'est-ce qui va vraiment se passer. Est-ce que cette résistance va devenir support? Ce qui pourrait être intéressant pour nous, puisqu'après on a une forme de biseau avec une résistance en pointillé rouge qui apparaît. Donc vous savez comment ça se passe. Le biseau en général ça travaille entre la résistance et le support, et plus ça se rétrécit, plus à un moment l'action devra faire un choix à la hausse ou à la baisse, mais ça pourrait nous amener aux 150 €. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, la tendance long terme haussière est toujours présente. Donc pour le moment, je trouve que le dossier reste très qualitatif. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Danone. Donc Danone, vraiment l'action fonds de portefeuille. C'est une action qui n'évolue pas énormément, peu de volatilité dessus. Elle résiste plutôt bien aux baisses de marché, mais aux hausses aussi. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir, hein, évidemment. Elle a un dividende qui est plutôt stable, hein, aux alentours des 2 €. Donc c'est vraiment une action intéressante à avoir pour un dividende stable et peu de volatilité sur cette ligne. Vous voyez que le dividende cette année est de 2,10 € par action. Paiement en une fois. Elle a un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, un rendement de 3,81%. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Moi, je lui en demanderai pas forcément beaucoup plus. Au niveau de sa situation, donc le graphique qui se trouve à gauche, vous voyez qu'au niveau des chiffres d'affaires, donc les barres noires, il y a peu d'évolution dessus. Au niveau de l'EBITDA, il y a peu d'évolution. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'au niveau de la dette a tendance à baisser d'année en année. Donc ça serait plutôt assez positif pour nous. Marge nette donc de 8%. Donc un dossier plutôt intéressant à avoir en fonds de portefeuille, comme je vous ai dit. Au niveau de la performance, donc sur vendredi, on a fait plus 0,17%. Sur la semaine, plus 0,30%. Sur le mois, plus 3,60%. Et sur 3 mois, plus 1,07%. Moi, j'ai actuellement 30 actions. J'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 16,52%. Et donc, vous voyez que c'est une action aussi que j'ai depuis le début, hein, depuis 2020. Au niveau du graphique, on est aussi dans un biseau. Donc là, il est un petit peu mieux dessiné, même le biseau. On voit bien une belle résistance rouge bien pleine ici. On voit d'ailleurs hein, que pour le moment, la bougie essaie de taper dedans. Il se passe pas grand chose. Elle a fait une petite mèche, mais c'est revenu. On voit une moyenne mobile 20 périodes à 55,24 et une moyenne mobile 50 périodes à 52,64. Donc on a même plutôt la tendance d'une moyenne mobile 20 périodes qui est en train de s'écarter encore plus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc ça peut laisser penser qu'on va aller chercher un petit peu plus haut et qu'on devrait casser ce biseau par le haut. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, on va avoir des retours sur le support, et ça va toucher le support, revenir dans la résistance, toucher le support, revenir dans la résistance, jusqu'à passer au-dessus. Phénomène intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit ici que ça a latéralisé depuis un petit moment, là, depuis quelques mois, on a une tendance plutôt latéralisée, donc on prend peut-être de l'énergie pour ensuite aller taper et monter au-dessus. On verra bien dans les semaines et mois à venir. Score, un score qui a énormément baissé. Bon, heureusement j'avais un PRU qui était suffisamment bas pour pouvoir tenir ma position. J'ai aussi un objectif très clair sur score, donc tout ça fait que je dors plutôt tranquille, même si elle a bien retracé. Je sais qu'on va revenir à des prix un peu plus intéressants dans les mois à venir. Donc j'ai pas de soucis particuliers avec score. Tout ce qui m'intéresse c'est le dividende. Donc actuellement le dividende est d'1,80 € par action. Étant donné que j'en ai 100, ben, rien que Score me rapporte 180 € par an. Enfin, j'allais dire par mois, ça serait bien, mais par an. On voit par le passé qu'on a quand même eu une coupure de dividende hein, en 2019, donc je suis pas à l'abri qu'il y ait une coupure de dividende dans les années à venir. Je prends le risque hein, à 180 € par dividende par an sur une société comme ça. Si jamais sur une année j'ai pas le dividende, je pense que je pourrais m'en remettre. Et peut-être que ça sera l'occasion à ce moment-là de sortir du dossier. On verra
où on en sera à ce moment. C'est vrai que l'assurance, la réassurance pose question, hein, puisque avec les intempéries, les changements climatiques, ça devient de plus en plus compliqué pour les assureurs, les réassureurs derrière, d'assurer tout simplement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont augmenter leur prix, augmenter jusqu'à un moment où ça soit plus tenable? Ou est-ce qu'ils vont refuser tout simplement d'assurer les particuliers ou les entreprises dans certains endroits du monde? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est ils ont les cartes en main de toute façon, l'assurance est obligatoire. Donc partant de là, on pourrait presque dire qu'ils ont un avantage, hein, puisque si vous n'êtes pas assuré, vous ne pouvez pas habiter votre bien, et si jamais vous avez un problème demain que vous n'êtes pas assuré, ça peut vous coûter très très cher, voire vous ruiner pour le reste de votre vie. Donc c'est quelque chose qui est plutôt très déconseillé. Donc dans ce sens, je me dis qu'il n'y a pas... Il faut les laisser travailler et les laisser voir comment ça se passe. Aujourd'hui, Score est surtout aux États-Unis et ils ont un petit peu de mal au niveau de l'assurance vie personnelle. Donc je pense que c'est là-dessus qu'ils vont, à mon avis, travailler le plus là dans les années à venir. Rendement sur 2024 à 6,84%, marge nette aux alentours de 4%. Bon, on voit que c'est plus ou moins ce qu'ils font depuis quelques années. Hein. Il n'y a pas de, ils n'arriveront sans doute jamais à être à 10%. Et tant mieux pour nous, parce que si demain ils sont à 10% de marge nette, ça veut dire qu'on va payer nos assurances très 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 cher. Donc les quantités, vous voyez que j'en ai 100, j'ai un PARU à 17,42, donc je reviens en plus-value latente positive à 2,75%. Voilà, il ne faut pas forcément trembler quand vous avez une grosse chute, il faut savoir quels sont vos objectifs, quel est le but, et où est-ce que vous voulez aller avec votre action, et généralement vous pouvez accepter des baisses assez fortes. Après c'est personnel, hein, chacun a sa propre résistance au risque, et c'est important de la connaître, parce que ça va vous permettre d'éviter des prises des paniques, et de venir sur votre compte pour vendre n'importe comment, et vous retrouver avec des regrets, parce que si l'action repart du jour au lendemain, vous serez sorti, vous aurez perdu de l'argent, et vous verrez l'action repartir. Après ça c'est ma façon de voir les choses, chacun a la sienne, et vous verrez que dans le question-réponse, hein, restez bien jusqu'au bout, même jusqu'au moment où on va arriver sur le question-réponse, puisque vous allez voir qu'on va en échanger, on va échanger un petit peu sur un message que j'ai reçu à ce sujet. Donc avec Score, on est ici, donc sur vendredi plus 1,64%, sur la semaine plus 3,88%, sur un mois on a fait du moins 8,75 et sur 3 mois moins 44,25. Là évidemment c'est ici que ça m'a fait très mal au niveau de Score, mais bon, avec ça repart. Après je vous dis pas que ça va repartir et que ça va continuer, hein. Ça peut aussi redescendre. Une action que je possède depuis 2022, et a priori je l'ai encore pour quelques années. Au niveau du graphique, donc on voit un bougie rouge, bougie rouge, bougie rouge. Là ça a enchaîné les chutes. Maintenant j'aimerais bien revoir une petite bougie verte, peut-être pour septembre, on verra bien. On n'est pas à l'abri non plus de revenir sur le support, ce qui pourrait être aussi logique, hein, de venir sur ce support en pointillé vert, de poser le support ou au moins de le toucher et ensuite repartir. Hein. On voit que par le passé ça l'a fait. Donc pourquoi pas encore cette fois-ci. Donc si on revenait sur le support, on serait aux alentours de 15 €. Vous voyez ici, aux alentours des 15 €. Elle pourrait redescendre encore à 15 € pour après repartir. On a un biseau qui se forme avec le support en pointillé vert et la résistance rouge. Donc possiblement, comme je vous le montre à chaque fois, ça peut aller taper la résistance, revenir sur le support, taper, remonter, remonter, taper, remonter, jusqu'à décider de ressortir. On verra bien. Les moyennes mobiles sont bien orientées. Moyenne mobile 20 périodes, on est à 24,26. Moyenne mobile 50 périodes, 21,61. Donc pour le moment, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Et encore une fois, je vous le répète, hein, c'est de l'assurance, de la réassurance. Et donc on en aura toujours l'obligation d'en avoir. Et donc c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que Score disparaîtra demain. Après, je peux me tromper. Je ne suis pas parfait, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Air Liquide. Air Liquide, donc 3 étoiles, hein. Aucune discussion possible, un très bon dossier. 3,20 € par action, pardon. Je cherche mes mots. Plus 8% par rapport à N-1, une augmentation du dividende d'année en année. Voilà, une action que je voulais avoir
qui soit un peu plus importante dans mon portefeuille. Donc aujourd'hui c'est le cas, j'ai mes 10 actions et on va voir s'il y a d'autres nouvelles opportunités. Sinon au mois de décembre on passera sur du nominatif au niveau de Air Liquide pour profiter des avantages qu'elle donne en plus pour 2026 maintenant, puisque c'est tous les 2 ans. Il faut la détenir 2 ans pour pouvoir profiter de cet avantage. Au niveau du PER 2024, on est à 21,7 fois les bénéfices, on a un rendement à 2,19%, une marge nette aux alentours des 12%. C'est plutôt un bon dossier et je ne serais pas étonné non plus que dans les années à venir, elle recommence à grossir. La demande pour Air Liquide pourrait être de plus en plus important avec l'hydrogène notamment. Donc vous voyez, un 10 en termes de quantité, j'en ai 10. J'ai un PRU à 154,11, plus-value latente de 7,63%. J'ai un objectif quand même de revenir à un PRU à 132,39. Ça sera compliqué, je vous le cache pas, mais ça sera pas impossible. On sait qu'il y a des crashs au moins une fois tous les 10 ans. Donc il me reste 20 ans encore à investir, donc dans les 20 ans qui me restent, j'ai logiquement 2 opportunités de pouvoir reprendre du Air Liquide, sans doute plutôt aux alentours des 100 euros. Après Air Liquide, vous verrez s'il y a un crash demain, c'est pas une action qui repartira très très bas. Elle tiendra beaucoup mieux que les autres, mais on est tout à fait possible de revenir aux alentours des 100 euros. Et là, à moi d'avoir la bonne liquidité pour pouvoir faire grossir ma ligne et revenir à ce PRU qui est encore jouable à mon avis. Au niveau de sa performance, donc on a Air Liquide sur vendredi, elle a fait plus 0,46%, sur une semaine plus 1,34%, sur un mois 1,95% et sur 3 mois moins 1,16%. Sur le graphique, on voit qu'on est toujours très très bien orienté, elle est toujours en situation haussière à long terme. Vous voyez même que le graphique est très propre. On a une moyenne mobile 20 périodes à 152, une moyenne mobile 50 périodes à 128,15 et actuellement donc l'action à 165,88. On a une bougie rouge avec une toute petite mèche. Bon, je veux dire rien de très passionnant pour le moment, en tout cas pour se remettre sur le dossier. Ensuite Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, une société peut-être un petit peu trop orientée sur le cognac malheureusement, donc qui subit aussi la problématique qu'il y a actuellement avec la Chine. C'est pour ça qu'elle a 2 étoiles. Les fondamentaux sont bons, par contre elle est moins diversifiée que Pernod Ricard. Au niveau des dividendes, on voit qu'on a eu quand même des dividendes depuis 6 ans sans interruption. Pas forcément d'augmentation, mais on a eu souvent des dividendes exceptionnels. C'est les parties que vous voyez en jaune par rapport aux dividendes habituels. Donc ça veut dire qu'ils ont bien performé. Bon là je pense qu'on va pas les revoir tout de suite, les dividendes exceptionnels, il va falloir qu'elles reviennent déjà dans les niveaux plus intéressants. Mais malgré tout, c'est un dossier sympa je trouve. Aujourd'hui je la trouve assez bas en termes de prix, on est aux alentours des 70 euros. Elle pourrait retourner vers les 65 euros, pourquoi pas. Ça me paraît être des prix qui sont intéressants. Après, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Et je pense que faire aujourd'hui pour un objectif de 15 à 20 ans sa ligne sur Rémi Cointreau peut être intéressant si le dossier vous intéresse. Moi aujourd'hui, j'ai choisi un objectif avec Rémi Cointreau. Donc l'objectif c'est de revendre Rémi Cointreau en 2 phases. Et si les 2 phases ne seront pas cette année, j'ai toujours le dividende qui tombera. Donc en ça, je suis plutôt assez serein sur ce dossier. Je préfère avoir un dossier comme Rémi Cointreau qui est un petit peu en délicatesse en ce moment, mais qui me verse quand même un dividende et qui me permet d'avoir plusieurs solutions de sortie. Plutôt que des dossiers comme Ubisoft où actuellement j'ai pas beaucoup de solutions, et en plus elle continue à baisser, on va le voir après. Donc Rémi Cointreau, j'ai 20 actions actuellement en portefeuille, un PRU à 82,31, moins value latente de 14,05%. A priori, je ne renforcerai pas Rémi Cointreau, qu'on soit clair là-dessus, parce que je ne souhaite pas la garder en portefeuille puisque j'ai Pernod Ricard et que j'ai fait le choix de garder Pernod Ricard et pas Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, je peux la garder pour le moment. Jusqu'à quand, je ne sais pas, ça sera le marché qui me le dira. Sur la journée de vendredi, donc plus 0,71, sur la semaine, moins 0,21, sur le mois, moins 5,67%, sur 3 mois, moins 24,77%.
Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle a fait une belle chute hein, depuis 2022. On a chute sur chute. Alors je pensais que ça allait tenir un peu plus. Bon ben ça n'a pas tenu. On voit les moyennes mobiles qui sont plutôt assez dégradées. Hein. Moyenne mobile 50 périodes à 140,07 et moyenne mobile 20 périodes à 114,50. Elle est quand même bien partie vers le bas, la moyenne mobile 20 périodes. On va peut-être venir à proximité de la résistance ici. Donc une fois qu'on sera au niveau de cette résistance en pointillé rouge, aux alentours des 90 €, on aura peut-être un retournement et elle repartira légèrement à la hausse. Pour le moment, elle est posée sur le support à 70,75. Une petite mèche qui a sorti, donc qui est venue vers les 65 €. Donc ça pouvait être un point d'entrée intéressant. J'espère qu'elle va tenir le support rouge, le support vert pardon là qu'elle a actuellement. Parce que si c'est pas le cas, vous voyez qu'elle pourrait ensuite aller avec ce support en biais là, et là ça pourrait descendre beaucoup plus bas. Il faudra vraiment, si elle descend aux alentours des 50 €, je vous dis pas, peut-être qu'à ce moment-là j'en reprendrai peut-être une dizaine pour refaire baisser le PRU, mais j'ai pas un objectif de la garder trop longtemps. Après, mon objectif, il est déterminé surtout par le marché qui décidera si ça repart ou pas, et si avec la Chine ça se passe bien. Si demain, avec la Chine, ça commence à se détendre et que l'Europe trouve un moyen de contenter la Chine, eh ben, Réunic Mintro pourrait repartir très vite au-delà des 100 €. Et à ce moment-là, bah, je sortirai de ma position et puis on n'en parlera plus. Et on restera sur Pernod Ricard qui suffit largement. Alors, au niveau du question-réponse, donc j'ai pris la question c'était plus un message que m'avait laissé Julot du 13, donc je te remercie. Hein. D'ailleurs, je vous remercie tous hein, de me mettre des messages. C'est important hein, que vous mettiez un maximum de messages, que vous mettiez, peu importe ce que vous voulez mettre, mais n'hésitez pas à me mettre des messages. Par exemple, si vous ne savez pas quoi me mettre, on pourrait choisir aujourd'hui de mettre dans les messages 440 GR par exemple, mettez-moi ça, 440 GR si vous savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un message 440 GR, 440 GR, ça va montrer à l'algorithme que vous appréciez la vidéo et que vous participez, que vous êtes actif sur la chaîne, et ça permettra à l'algorithme de présenter ma vidéo à encore plus de monde. Donc c'est en ça que vous pouvez m'aider. Et ça vous coûte rien, ça prend quelques secondes, en plus du like évidemment, hein. 150 likes toujours l'objectif. Alors donc, il nous met bonjour, merci pour ta transparence, tu as ta méthode et tu t'y tiens, tu as l'air à l'aise avec, donc c'est une bonne chose. Ça, je pense que vous vous en rendez compte, hein. Maintenant j'ai suffisamment de recul et surtout je connais ma résistance au risque, et au-delà de ça, j'ai des objectifs clairs dans ma tête, et j'en ai aussi écrit, j'écris mes objectifs, ce qui me permet en fait de, quelle que soit la situation des marchés, de rester calme et de rester focus sur mon objectif. La pire des choses à faire en bourse, ça serait de changer votre façon de voir les choses toutes les 2 semaines, de dire bah aujourd'hui j'investis sur du dividende, ah oui mais non en fait là je vais aller sur ça, puis en fait je vais changer ça. Rechanger de stratégie tout le temps va vous faire perdre énormément d'argent et va vous faire perdre en bourse, et vous finirez par être dégoûté de la bourse en vous disant ouais en fait ça marche pas. C'est exactement au début ce que j'ai fait hein, quand j'ai commencé. Au début j'ai changé mes stratégies tout le temps, je savais pas ce que je voulais faire, je me cherchais, c'est normal, et petit à petit ben, j'ai trouvé quel était mon objectif, quelle était ma capacité de résistance au risque, et maintenant je suis beaucoup plus serein, et d'ailleurs vous l'entendez à ma voix, hein, j'ai pas de peur et je dors très bien avec mon portefeuille. Hein. Et même si demain il y a un crack, je vous assure que vous ne verrez pas sortir de toutes mes lignes, sûrement pas. Donc il me dit je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode universelle. Alors, ça je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de méthode universelle, il y a votre méthode qui vous convient, et c'est pour ça que c'est important de vous connaître en investissement. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune, et surtout le plus important est d'être à l'aise avec la sienne. Sur ça on est d'accord. Les avantages, les inconvénients dans chacune, oui et non. Moi aujourd'hui je vois pas d'inconvénient avec ma situation, puisque je l'assume et que c'est celle que j'ai choisie, et c'est celle que je vais garder jusqu'à la fin. Donc pour moi il n'y a que des avantages, je vois pas d'inconvénients. Évidemment vous pourrez me dire oui mais si tu fais ça tu pourrais faire ça machin.
mais moi c'est pas ce que je ressens. Moi personnellement ce que je ressens c'est qu'aujourd'hui ma stratégie c'est la bonne pour moi. J'ai trouvé ma stratégie qui me convient parfaitement. Pour ma part, j'accepte de couper mes pertes quand le momentum est contre moi, si pas de très forte conviction sur la valeur. Alors là sur ça je suis un petit peu plus mitigé parce que si tu n'as pas de très forte conviction sur la valeur, pourquoi y rentrer? Ou si tu n'as pas ton objectif clair sur ta valeur, pourquoi y avoir été? Voilà. Alors vous me direz, dans mon portefeuille, j'ai quelques valeurs qui sont dégradées, qui sont pas très bonnes, comme Ubisoft notamment. On en revient toujours à ce dossier qui me saoule un petit peu. Mais le dossier me saoule pas par ce que fait Ubisoft. Ubisoft, j'aime ce qu'ils font. C'est une belle société française des jeux vidéo, mais c'est plutôt qu'elle veut pas remonter. Après, j'ai toujours une conviction favorable sur Ubisoft. Et aujourd'hui, dans quasiment toutes les valeurs que j'ai dans mon portefeuille, j'ai une conviction assez forte pour les avoir rentrées sur mon portefeuille. Mais je comprends ce qu'il veut dire, et c'est pas faux non plus ce qu'il met, évidemment. Ça permet de rebalancer sur un meilleur choix et éviter la perte d'opportunités. Mais il faut couper assez tôt pour ne pas être scotché. Si à moins 30 la tendance baissière n'a pas commencé à se neutraliser, et si je ne suis pas capable de renforcer, c'est que ma conviction est ébranlée, donc je coupe. Là, c'est là où c'est plus compliqué. Alors, vous savez, encore une fois, hein, c'est sa façon de voir les choses et je la respecte, et si c'est celle qui lui convient, je trouve que c'est très bien comme ça. Moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai plus envie de sortir de mes lignes en négatif. Vous l'avez vu, ça fait maintenant 2 ans presque que je n'ai pas vendu une seule action en négatif. Et pourtant, vous le voyez, il y a des actions qui étaient bien en négatif qui sont remontées, j'ai laissé le temps, et avec le temps, elles sont revenues en positif, et j'ai pu les vendre à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit utile de vendre des actions quand elles sont en négatif. Si au départ vous aviez une conviction dessus, pourquoi aujourd'hui vous ne l'auriez plus? Il faudrait vraiment un énorme changement de paradigme pour que ça soit le cas. Et si vous rentrez sur une valeur, c'est que j'espère que vous avez bien fait les fondamentaux dessus, que vous l'avez bien regardé, que vous la connaissez, et que logiquement, il n'y a pas de raison que votre conviction change avec le temps. Au contraire, si vraiment la conviction est bonne dessus, si ça baisse énormément, vous pourriez même être dans la situation plutôt de vous renforcer. Couper à moins 30, c'est déjà couper en très forte baisse, et c'est surtout le fait de couper, pour moi, c'est prendre le risque de prendre cette habitude de vous dire, oui, bon bah c'est, je suis à moins, je coupe. Je suis à moins, je coupe. Et ça, c'est très risqué de faire ça. Parce que vous allez perdre énormément et vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait, vous allez perdre énormément sur votre portefeuille et la performance du portefeuille en sera sans doute plus impactée que si vous gardez la valeur pendant quelques temps et qu'il faut qu'elle remonte. Mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je suis avec mon portefeuille aujourd'hui et je vois que ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, mon portefeuille, il fait une performance positive actuellement alors que le CAC 40 est en négatif. Donc je pense que je suis pas très loin de la vérité, en tout cas de ma vérité. Ça ne se retourne... alors, attends. Ça ne se retourne rarement à la hausse du jour au lendemain et sur une tendance bien baissière. Sur ça, par contre, il a raison. Il faut être patient. Il faudra accepter les baisses et accepter que votre action soit en moins-value pendant quelques temps. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, moi je tends à aller de plus en plus vers des actions qui versent des dividendes, justement parce que si l'action verse un dividende, accepter la baisse de la ligne est beaucoup plus simple. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure pour Rémi Cointreau. Aujourd'hui, Rémi Cointreau va me verser un dividende. Si elle baisse, ça me fait pas trembler. Je me dis, sur 20 ans, 15 à 20 ans, on repartira à la hausse à un moment ou à un autre. Par contre, Ubisoft, voilà, là ça m'embête un peu plus, même si aujourd'hui je l'accepte et que je vais attendre, Ubisoft ne verse pas de dividendes. Donc je pense que quand je serai sorti d'Ubisoft, j'arrêterai d'aller sur des genres d'actions qui ne versent pas de dividendes, parce que je trouve que le dividende permet d'accepter des baisses. Aujourd'hui, vous avez vu Kering, on va le voir après, a énormément baissé, me fait assez mal au portefeuille. Malgré tout, pour le moment, j'ai pas l'envie de vendre ni quoi que ce soit, j'attends, je suis patient, parce qu'elle verse toujours son dividende et qu'elle a la capacité de le verser encore pendant de nombreuses années. Donc encore une fois, tout ça est une démarche que j'ai eue depuis longtemps et qui m'a permis depuis quelques années de bien construire et de construire dans ma tête et sur le papier aussi mes objectifs, ce que j'attends et comment je vois les choses.
Après, tout ça est propre à chacun, et quand vous ne les connaissez pas, et quand vous ne vous connaissez pas encore, c'est très compliqué. Sinon, pour ton indice de comparaison, il faudrait prendre le 440 GR à mon avis. Donc là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, donc 440 GR. J'y avais pensé, Julot, à prendre le 440 GR. Le problème, c'est que, donc j'en reviens, hein, le 440 GR, c'est le 440 avec les dividendes réinvestis. Il n'est pas du tout le même que le 440 classique où là, vous n'avez pas les dividendes réinvestis. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les deux, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet, ou mettez-le moi dans les commentaires et on fera une petite vidéo dessus pour en discuter, dans les lives notamment. La problématique, c'est que si je prends le 440 GR, je fausse aussi mon indice de référence, puisqu'aujourd'hui mon portefeuille est composé de 9 actions du 440 et 9 actions du SBF 120. Donc j'ai 18 actions et j'en ai moitié-moitié. Donc en prenant le 440 GR, évidemment qui performe mieux, je serai rarement au-dessus du 440 GR. Aujourd'hui, si vraiment je devais prendre un indice de référence pour moi, ça serait plutôt le SBF 120, puisqu'il correspond exactement aux actions que j'ai. Alors il n'y a pas de SBF 120 GR, sauf erreur de ma part, hein, j'ai fait des recherches, j'en ai pas trouvé. Dites-le moi dans les commentaires si éventuellement il existe, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, moi, pour mon indice de comparaison, ça devrait plutôt être le SBF 120. Et là, si c'est le SBF 120, je le surperforme largement et depuis un bon moment. Malgré tout, je garde le 440 parce que c'est un indice que vous connaissez tous et que c'est sans doute plus facile pour vous de le voir et de le comprendre. Mais en tout cas, merci pour ton message, très intéressant et très intéressant à en discuter, à échanger là-dessus. Ensuite, j'ai pris ce petit message par rapport à la politique. Donc bonjour, non, ce ne sont pas principalement les politiciens de gauche qui inquiètent aujourd'hui. Ne rentrons pas dans le pro-macronisme habituel. Pour ça, on a déjà les chaînes publiques. Donc là, sur ça, je l'ai pris uniquement pour dire que j'allais arrêter d'en parler un petit peu, parce que c'est vrai que peut-être je suis un petit peu trop dessus. Je veux juste quand même que vous ayez conscience aujourd'hui. Alors moi, aujourd'hui, aucun parti ne me correspond, on va se dire les choses honnêtement. Il n'y a personne qui répond à mes demandes, réellement. Il n'y a personne qui est suffisamment droit, carré, et qui tient ses promesses pour pouvoir croire en qui que ce soit. Je regarde juste factuellement qui est le plus intéressant par rapport à l'investisseur que je suis. Et aujourd'hui, pour la bourse, bah, ceux qui font le plus et ceux qui ont les meilleurs avantages pour nous en tant qu'investisseurs, c'est malheureusement les macronismes. Hein, l'extrême gauche, j'en parle même pas, on sera en situation très compliquée s'il passe. Et là, c'est ce que je vous dis pour septembre, ça risque d'être compliqué, on verra bien. Et au niveau de la droite, extrême droite, c'est pareil, ils n'ont pas forcément non plus de grande velléité à aider les gens qui font de l'investissement. Donc même si Macron et les macronismes n'ont pas fait un boulot extraordinaire dans le pays, et c'est moins qu'on puisse dire, et si la situation aujourd'hui est comme ça, il en est en grande partie responsable, et même responsable à 100%, je dirais même, il n'empêche que, en tant qu'investisseur, et uniquement en tant qu'investisseur, bah, c'est ces lois qui sont les plus favorables pour nous. Puisque là, on est déjà en train de parler que lorsqu'il a plus le pouvoir, le prochain au pouvoir pourrait réaugmenter les taux de flat tax. Remonter aussi le taux pour le PEA. Le PEA, vous le savez, historiquement, il n'était pas à 17,2, il était beaucoup plus bas. Et il a eu des augmentations consécutives. Donc on pourrait avoir une nouvelle augmentation arrivée à 20% par exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment uniquement basé sur ce qu'aujourd'hui, les avantages qu'on peut avoir par rapport aux investissements. Le reste, vraiment, je m'en fiche royalement, puisqu'ils ne tiennent aucune de leurs promesses. Voilà, donc sur ce dernier message était la dernière fois que j'allais parler un petit peu de politique. Maintenant, je parlerai en politique générale, je dirais les problèmes sociopolitiques. Et je n'irai pas plus dans le détail puisque vous avez raison, ma chaîne n'est pas faite pour donner un avis ou quoi que ce soit, mais juste, voilà, je voulais mettre quand même ce message et essayer de rééclaircir un petit peu cette situation. Pour le moment, je parle pas des LR, si jamais dans le message certains voulaient me dire mais t'as aussi les LR qui font des choses pour les investisseurs, pour le moment ils sont quasi inexistants donc j'en parle pas, on verra. Effectivement, eux aussi auraient pu être intéressants pour qu'on puisse avoir des avantages en tant qu'investisseur, encore une fois. Je ne parle pas de politique générale, je parle uniquement des investissements et des taxes qu'on pourrait avoir derrière.
Donc merci aussi pour ton message. Alors comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à développer cette chaîne, vous pouvez devenir membre. Donc pour ça c'est moins d'1 € par mois, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi ça peut faire beaucoup de différence. Et le principal avantage que vous aurez, c'est que vous aurez mes vidéos du dimanche en exclusivité, en avance, puisque les vidéos sont faites le samedi et sont uploadées généralement le samedi après-midi ou le samedi soir. Et donc du coup, ça pourrait aider la chaîne à se développer. Après, vous êtes libre de faire ou de pas faire. Alors on continue, donc maintenant c'est Rubis. Donc au niveau de Rubis, on a 2 étoiles. On a une action qui verse un dividende en augmentation d'année en année, donc elle mérite ces 2 étoiles. Les fondamentaux sont pas si dégradés que ça, on a plutôt des fondamentaux qui sont corrects. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a de nouveaux investisseurs qui sont rentrés au capital, qui sont pas forcément les meilleurs investisseurs du monde, qui ont souvent tendance à reprendre l'action devant la société et la revendre, ou à faire diluer un petit peu les actions. Donc je sais pas ce qui va se passer sur Rubis pour les années à venir. En tout cas c'est un dossier que j'aime beaucoup, et aussi par le fait que Rubis a eu cette intelligence de rentrer au capital et même de racheter la société Panosol. Je vous en ai déjà parlé, une société spécialisée dans les panneaux solaires pour l'agriculture, donc dans les champs, au lieu de mettre des panneaux au sol qui prennent de l'espace pour rien. Là je trouve qu'on a vraiment une double utilité et que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. À mon avis, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus développé, et en plus ça ramène de l'argent aussi aux agriculteurs qui aujourd'hui en ont besoin. Parce que quand on voit les heures et le fait qu'ils travaillent depuis des années sans prendre jamais de vacances pour des salaires de misère, franchement je leur tire mon chapeau, et je me demande même comment ils font pour être encore aujourd'hui, comment ils ont encore cette volonté de faire de l'agriculture aujourd'hui en France, quoi. Donc merci à eux, et franchement je pense que c'est quelque chose qui pourrait les aider énormément, et je comprends pas que le gouvernement ne veuille pas développer plus dans l'agriculture, puisqu'aujourd'hui si vous regardez au niveau des lois, une loi est passée, mais les agriculteurs ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Bon, ça après ça peut s'expliquer, mais ils ont quand même un tout petit taux, un tout petit pourcentage de leur terrain qui pourra être utilisé comme ça, mais c'est même pas la moitié de leur terrain. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Au niveau de Rubis, donc j'ai 50 unités, j'ai un PRU à 22,53, une plus-value d'attente de 21,97%. Donc sur Rubis, si on regarde sur le panneau ici, on a moins 1,15% sur un jour, moins 0,88% sur une semaine, moins 1,72 sur un mois, et moins 14,39 sur 3 mois. Donc elle a plutôt pas mal baissé ces derniers temps, mais elle avait fait une très très belle envolée en quelques semaines. D'ailleurs ce qui avait fait que j'avais pas pu renforcer ma ligne, puisqu'elle était partie trop vite. Bon, c'est normal qu'à un moment ça revienne un petit peu dans la normalité, hein. Vous voyez la bougie là ici, on avait une énorme bougie verte, là ça avait accéléré d'un seul coup. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein. On reste quand même toujours bien positionné. On est dans un biseau plutôt très bien construit, ça a l'air de bien travailler là, vous voyez, hein, là, avec la résistance rouge qui amène aux 30 € et un support vert qui amène vers les 28. Pour le moment elle est entre les deux. On voit qu'on a la bougie verte il y a 3 mois, la bougie rouge pardon, il y a 3 mois qui a fait le haut et qui est redescendu en bas et qui a retouché, qui là est en train un peu de stabiliser, de latéraliser. Je pense que dans les semaines et les mois à venir on va travailler dans ce biseau, et ensuite ça devrait repartir à la hausse, je l'espère. Pourquoi? Parce que là on voit un mouvement au niveau des moyennes mobiles. On voit la moyenne mobile 50 périodes à 24,25 et la moyenne mobile 20 périodes à 23,70 qui est en train de repasser au dessus. Donc ça donnerait plutôt, en tout cas le graphique tel qu'il est là me semble plus intéressant et semble plutôt vouloir aller à la hausse. Et on a en plus réintégré le support en tendance haussière, hein, que vous voyez à long terme, qui a commencé en 2010, même un peu avant. Donc après on avait eu une très très haute accélération en 2017-2018, on était monté à près de 40 €, même au-dessus. Et après forcément c'était peut-être monté un peu trop vite, et c'est revenu, et donc là on réintègre le support haussier, donc c'est plutôt positif pour le moment. Attention quand même à voir à ce biseau qu'on ne reparte pas vers le bas.
LVMH, donc LVMH a subi pas mal aussi là, hein. Ils ont beaucoup retracé. Malgré tout, je lui laisse ces 3 étoiles parce que c'est pour moi un dossier très qualitatif. On est sur une très très belle société du luxe qui est juste en train de revenir à la normalité, hein, normalisation de ses bénéfices, on va dire. Terminer l'époque d'avoir des 2 chiffres en, en performance, pardon, je cherche mes mots. Aujourd'hui, on va plus se retrouver à un chiffre, ce qui sera déjà très correct sur une très très belle société. Là, elle a eu une très très belle exposition avec les Jeux Olympiques, hein, puisqu'on la voyait quasiment dans toutes les pubs, et aussi pour la cérémonie d'ouverture. Donc, je pense que ça va rebooster encore un petit peu leur vente. Aux États-Unis, c'était un peu difficile. Je pense que ça va peut-être la booster un peu. Et on verra ce que ça donne, mais ça reste quand même toujours un très bon dossier, et je pense qu'on est plus en ce moment sur des phases d'accumulation plutôt que des phases de revente. On a 13 € par action. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau moi de mon portefeuille. Alors avant ça, le PER 2024 est à 19,5 fois les bénéfices, commence à être correct, hein. Vous voyez qu'en 2023 on était à 22 fois les bénéfices. On a un rendement 2024 à 2,24%. Une marge nette aux alentours des 20%. J'ai 2 actions actuellement. J'ai un PRU à 683,44 et je suis en moins-value latente de 3,71%. J'aurais pu en reprendre, mais là la liquidité me manque et j'ai envie de retrouver un peu de liquidité pour voir ce qui va se passer sur les marchés. Beaucoup de choses, comme je vous ai dit, à partir de septembre vont se passer. Il va y avoir aussi, à partir du mois de novembre, si je dis pas de bêtises, des élections américaines qui auront aussi un impact sur les marchés. Donc je pense que c'est le moment pour moi de calmer un petit peu, de prendre un peu de liquidité, de regarder ce qui se passe, et avec cette liquidité pouvoir bénéficier des éventuelles opportunités qu'il y aura. Donc LVMH sur vendredi plus 0,38, sur la semaine plus 3,61, sur un mois moins 4,91, sur 3 mois moins 16,27. Actuellement, donc sur le graphique, on voit qu'elle est posée sur la moyenne mobile 20 périodes, 50 périodes, pardon, excusez-moi. Donc là, elle est bien posée sur la moyenne mobile 50 périodes, qui est à 647,59. Elle a fait une petite mèche. Donc là, il y avait peut-être une belle opportunité sur la mèche. Et je pense qu'on va réintégrer d'ici peu, sans doute, la résistance en rouge qui redeviendra support. Et on retravaillera un petit peu plus haut. Vous voyez que les 2 moyennes mobiles sont quand même encore bien orientées à la hausse. On a toujours une tendance haussière malgré tout. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop vraiment de raison de s'inquiéter. Moyenne mobile 20 périodes est à 761,23 et on verra ce qui va se passer. Historiquement, vous voyez qu'il y a longtemps, c'est la dernière fois, c'était en 2009, où elle est passée sous sa moyenne mobile 50 périodes. Donc là, ce sera un signal à surveiller. Si elle passe sous la moyenne mobile 50 périodes durablement, là effectivement, on pourra peut-être se dire attention, on pourrait revenir un petit peu plus bas dans les prochains mois, les prochaines semaines, mais je n'y crois pas trop. À moins d'un crash général, hein, évidemment. Kering. Ah, Kering, ça m'ennuie. On est mal positionné, on n'a pas de bonnes news. Bon, il y a un nouveau créateur là maintenant qui est chez Kering. Ils sont en train d'essayer de redorer un peu le blason, hein. Ils ont toujours un dividende qu'ils peuvent verser facilement. Pour le moment, au niveau des fondamentaux de la société, on est quand même assez bon. On a des marges assez confortables. Mais il ne va pas falloir non plus que ça dure trop longtemps. Vous voyez, en marge nette, on est au-dessus des 18%. On a très peu de dettes. Pour le moment, la société quand même a de très bons fondamentaux. C'est vraiment l'image qui pose problème. En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, Kering a trop orienté son image vers la jeunesse asiatique, en essayant de faire un peu des coups marketing, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, mais des vêtements qui sont pas du tout des vêtements intemporels, qui sont plus des vêtements de mode et qui se démodent très vite. Malheureusement, hein, quand c'est quelque chose qui est très à la mode, ça se démode très vite, et c'est pas forcément ce qu'on cherche en tant qu'actionnaire. On cherche plutôt une société du luxe qui va faire des produits intemporels et qui vont rester dans le temps et qui seront toujours recherchés par tout le monde. LVMH notamment, par exemple, ou Hermès, ont des produits qui sont vraiment des intemporels et qui sont recherchés, quelles que soient les catégories d'âge.
pour les gens évidemment qui ont beaucoup d'argent, puisque ça s'adresse au luxe et aux grandes fortunes. Là, Kering a ce problème-là, et maintenant il va falloir vraiment remettre cette image de luxe, vraiment luxe. Donc je sais pas comment ils vont s'y prendre, j'espère que leur nouveau créateur de marque va bien bosser là-dessus, parce qu'ils ont de quoi faire, et aussi l'autre chose que Kering doit absolument changer, c'est la proportion de Gucci dans son portefeuille. Gucci est trop important dans le portefeuille de Kering, il faut absolument qu'ils arrivent à rééquilibrer un peu tout ça. Comme je l'ai fait au début avec mon portefeuille qui était mal équilibré, et vous voyez qu'aujourd'hui j'arrive à avoir un portefeuille de plus en plus équilibré, avec aucune action qui représente plus de 10% de mon portefeuille. Donc sur Kering, j'ai 5 actions, j'ai un PRU à 429,58, moins value latente de 40,76%. Actuellement, donc Kering sur vendredi, moins 0,47, sur la semaine, moins 1,62, sur un mois, moins 18,26, sur 3 mois, moins 25,44. Vous voyez, j'ai même pas envie de continuer parce que ça continue. Sur 6 mois, moins 40,55. Là, on a du rouge pratiquement partout, et en fait, il n'y a que sur 10 ans, on est positif à plus 4,95%. Alors, ça nous fait une belle jambe, vous me direz, parce que là, sur 10 ans, moi, j'étais pas sur le dossier, sans doute que vous non plus. Malgré tout, je reste quand même confiant, je me dis qu'il n'y a pas de raison. La marque Gucci est quand même très connue, ils ont quelques autres marques qui sont aussi très connues, et qui font partie comment on dit, du visage, du paysage luxe, à eux juste de bien les repositionner, et ça c'est faisable. Il faut juste avoir de bonnes idées marketing, c'est pas forcément les idées marketing qui coûtent le plus cher qui font les meilleurs résultats. Je pourrais vous en citer plein d'idées marketing qui ont été faites par des sociétés qui n'avaient pas un rond et qui étaient beaucoup plus intelligentes et qui ont beaucoup mieux marché par la suite. Donc là, Kering, il faut vraiment qu'ils se repositionnent. Ils ont acheté plusieurs bâtiments immobiliers, plusieurs hôtels particuliers, même on pourrait dire dans de très grandes villes, à des très beaux emplacements. Donc là, ils vont sans doute mettre leur boutique dedans, mais aussi mettre des boutiques concurrentes qui leur rapporteront des loyers. Donc j'espère que ça sera intéressant aussi, et que ça va rentrer dans les chiffres de Kering. On verra. Là, actuellement, on est en chute libre, donc de toute façon il n'y a pas besoin d'être un expert pour le voir. On voit donc une moyenne mobile 50 périodes à 495,11, une moyenne mobile 20 périodes à 417,46. La moyenne mobile 20 périodes est posée sur une résistance, donc j'espère qu'elle va pas trop plonger encore, qu'elle va peut-être commencer à faire un arrondi pour revenir au-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir encore une petite baisse de Kering qui vienne toucher ce support en pointillé là. Pourquoi pas, donc c'est un support en pointillé qui se trouve aux alentours de 240 peut-être. Et ensuite j'espère qu'elle va commencer à rebondir, qu'elle va commencer à latéraliser. Déjà il nous faudra une petite latéralisation. Et avec une petite latéralisation, ça pourra nous montrer qu'il se passe quelque chose de plus positif chez Kering. Là on voit que depuis quelques temps, quand ça latéralise, malheureusement, ça continue à chuter. Donc je suis quand même confiant sur le dossier. Je ne dis pas, peut-être que je renforcerai quand j'aurai un signal un peu plus positif de Kering. Sans doute pour ressortir du dossier, puisque aujourd'hui je vais garder LVMH, je ne garderai pas Kering. J'ai déjà LVMH, ça suffit. Donc Kering sera l'action qui sortira de mon portefeuille quand j'aurai une opportunité de sortir. Si j'en ai pas et que dans 15 ans je l'ai toujours, et ben dans 15 ans je l'aurai toujours, c'est pas grave. L'Oréal. Donc L'Oréal secteur cosmétique, donc ça c'est une société 3 étoiles pour moi, fondamentaux extraordinaires, très belle société, le dividende intéressant, plus 10% par rapport à N-1, on est à 6,60€ par action. Je pense que l'année prochaine il va baisser, hein. Ça me paraîtrait assez logique parce que c'est un peu plus difficile pour tout le secteur du luxe, et L'Oréal ne fait pas exception malheureusement pour nous. Elle a un PER 2024 un petit peu élevé, à 32,6 fois les bénéfices, une marge nette aux alentours des 16%. Par contre elle n'a pas de dette, on voit que son chiffre d'affaires continuera à croître dans les années à venir, un leverage négatif, et un EBITDA qui augmente aussi. Donc pour moi, L'Oréal c'est vraiment une très belle société à avoir en portefeuille.
en essayant d'acheter à des prix corrects. Ça c'est comme pour toutes les actions évidemment, vous me direz. Hein. Mais là on est sur des prix qui sont intéressants quand même hein, sur L'Oréal. En dessous de 400 €, je trouve que c'est intéressant sur du long terme pour construire une première ligne, c'est pas mal. Donc j'ai 3 actions, j'ai renforcé d'ailleurs, hein, j'ai racheté une nouvelle action puisque j'étais à 374, maintenant je suis à 376,76. Plus-value latente de 2,28%, donc c'est une action que j'ai commencé à avoir dans le portefeuille en 2022. Je continuerai à faire grossir la ligne hein, de toute façon. Ce que je voulais déjà dans un premier temps, c'est dépasser les 1000 € avec L'Oréal. Et c'est d'ailleurs un objectif que je me suis mis là pour quasiment toutes mes lignes avant de pouvoir éventuellement rentrer une autre. Ou alors sortir d'une ligne pour ensuite en remettre une autre. Et on en parlera après pour les toutes dernières qui sont éventuellement des lignes que je vais sortir, on verra ou pas. Donc L'Oréal, ne nous éparpillons pas partout. Donc L'Oréal, on a sur vendredi plus 0,30, sur la semaine plus 0,18, sur un mois moins 3,66, sur 3 mois moins 15,03. Là, vous allez me dire, c'est vrai qu'on n'a pas une map avec que du vert, on a quand même du rouge. Mais sur 5 ans, on est vert, et sur 10 ans, on est vert. Après, moi, L'Oréal, c'est une action qui restera dans mon portefeuille pour les 15-20 prochaines années, voire plus. Au niveau du graphique, donc vous voyez qu'on est venu toucher la résistance, enfin toucher le support, pardon. On a une petite mèche qui s'est faite, mais très légère. On a toujours une moyenne mobile 20 périodes bien orientée à 411,28, une moyenne mobile 50 périodes à 360,79. Donc éventuellement, si elle devait revenir toucher la moyenne mobile 50 périodes à 360,79, pourquoi pas en racheter encore une nouvelle. On voit que, pareil, hein, ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas eu une petite baisse comme ça. Elle est plutôt en tendance haussière tout le temps. Elle ne traverse quasiment jamais la moyenne mobile 50 périodes. La dernière fois, donc c'était ici, donc c'est 2009. Début 2010, elle avait déjà réintégré. Donc elle est restée moins d'un an sous sa moyenne mobile 50 périodes. C'est quand même assez positif. Schneider, donc Schneider, on attend. Pour le moment, elle a fait une grosse poussée, elle redescend un petit peu, elle repart, donc là c'est compliqué, de toute façon pour le moment elle est trop chère. Ça reste un très bon dossier à 3 étoiles, même si je vous conseille pas forcément d'y rentrer maintenant, ou alors d'en acheter qu'une seule pour avoir votre ligne ouverte et pouvoir la suivre. Parfois c'est intéressant d'avoir une seule action et de pouvoir suivre l'action pour pouvoir en racheter, ce que je ferai peut-être d'ailleurs sur une nouvelle action, quand je vais avoir soit vendu, soit refait grossir des lignes de mon portefeuille. 3,50 € par action, en augmentation d'année en année sur le dividende, 12% en moyenne de bénéfices nets, PER 2024 à 20 fois les bénéfices avec un rendement à 2,31%. J'ai 5 actions actuellement, j'ai un PRU à 149,41, plus-value latente de 48,52%, avec un objectif PRU à 128,88. Donc là par contre ça sera à mon avis plus dur que pour Air Liquide, mais on ne sait jamais. Je l'ai depuis 2020, donc c'est pareil, ça fait partie des premières actions que j'ai achetées, mais à l'époque, je n'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui, et j'en ai pas acheté suffisamment, sinon j'aurais au moins 10 actions minimum, si j'avais les mêmes connaissances aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est bien aussi, ça permet d'évoluer, et on évolue tous chacun à son rythme, et c'est ça aussi toute la beauté de l'investissement. Donc du coup, sur Schneider, pour vendredi, plus 0,27, pour la semaine, plus 5,57, on a fait une belle remontée, sur un mois, moins 4,27, sur 3 mois, moins 4,70. Sinon, vous voyez que la map, elle est entièrement verte depuis quelques années. Donc un dossier plutôt très solide, très intéressant à avoir. Au niveau du graphique, bah, vous voyez, hein, on a une belle mèche. C'était peut-être une opportunité de re-rentrer, on était en dessous des 200 €. Moi je trouvais que c'était encore un peu cher par rapport à mon PRU. J'attends vraiment un retour, moi plutôt sur une moyenne mobile 50 périodes. Hein. Donc là on a moyenne mobile 20 périodes qui est à 178,73, moyenne mobile 50 périodes pardon, à 145,50. On a un support qui tient bien pour le moment. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est qu'elle est en belle tendance haussière, à long terme. C'est un très bon dossier, il faut juste être patient et puis attendre. Hein.
il y a quelques semaines ou quelques mois, je pensais pas qu'elle redescendrait en dessous des 200 €. Bah, vous voyez que ça a été relativement vite pour qu'elle revienne en dessous des 200. Bon, elle est remontée tout de suite, mais elle est redescendue quelques temps. On a eu une petite opportunité, notamment ce mois-ci. Nexity. Alors Nexity, ça c'est vraiment le point d'interrogation. Pas parce que je veux sortir du dossier, c'est plus qu'elle baisse. Quand elle baisse, vu que la ligne est assez importante dans mon portefeuille, elle impacte énormément mon portefeuille malheureusement. Bon, l'immobilier repartira. Hein. De toute façon, là ça fait on est sur 2 ou 3 ans là où ça va très très mal pour l'immobilier. Donc il y a un moment ou un autre, on va pas pouvoir continuer comme ça. Hein. Il y a de plus en plus de biens en vente et de moins en moins d'acheteurs. Donc il va forcément y avoir quelque chose sur l'immobilier qui va se passer. L'État ou je ne sais pas vont être obligés de relancer le secteur à un moment ou un autre. Alors évidemment 2024 c'est pas le meilleur moment puisqu'ils ont plein d'autres choses à penser. Mais on y reviendra à un moment ou un autre, c'est sûr. On a un PER 2024 à 6,15 fois les bénéfices, un rendement de 13%. Donc là le rendement, oubliez-le, puisqu'il n'existe plus, 13% même c'était beaucoup trop. Les marges nettes annoncées étaient aux alentours de 4%, on pourrait avoir une bonne surprise, hein, puisqu'ils ont revendu des actifs. Ils ont malheureusement licencié du personnel aussi, donc ils sont en train de se restructurer. Ça va prendre un peu de temps, et dès qu'on va avoir un décollage, pas un décollage, mais en tout cas un retour un peu plus normal des ventes de l'immobilier, dans l'immobilier, Nexity devrait pouvoir reprendre un petit peu de hauteur. Après, ça n'a jamais été non plus une société hyper performante par le passé. Hein. Donc l'immobilier, on sait que c'est quand même assez cyclique aussi. C'est assez compliqué. Tous les 10 ans, on a aussi des problématiques en immobilier. Bah, là, on est dedans. Il faut juste faire le dos rond et attendre. C'est ce que je fais. Donc là, sur Nexity, sur vendredi, elle a fait moins 0,65. Sur la semaine, plus 1,48. Sur un mois, plus 7,26. C'est ça qui est saoulant, c'est qu'elle fait plus 7,26% sur un mois. Sur 3 mois, moins 18,24. Et sur 6 mois, moins 32,51. Voilà, donc elle fait des accélérations parfois à 7 ou 10% dans une journée, mais le retard est tellement gros que c'est difficile. Bon, vous voyez, comme je vous dis aussi, la map, hein, sur 10 ans, on est entièrement en rouge. C'est pas non plus une valeur très, très rentable, on va dire, sur long terme, mais c'est une valeur dans l'immobilier, et il y en a tellement peu que j'avais choisi Nexity. J'ai peut-être pas choisi la meilleure, mais c'est pas grave, aujourd'hui j'assume mon choix, il n'y a pas de souci. En quantité, donc j'en ai 100, j'ai un PRU à 21,62, je suis en moins-value latente de 53,88, donc on pourrait se dire que là j'ai plus de 50% de perte, je pourrais peut-être renforcer pour jouer une reprise du marché ou pas. Non, j'ai pas envie de jouer ça. Aujourd'hui, Nexity, je ne sais pas quand est-ce qu'elle reversera un dividende. Et comme le dividende est un objectif important pour moi, pas que, mais il l'est, je pense qu'il y a d'autres valeurs plus intéressantes à l'heure actuelle. Et donc, je laisse Nexity tranquille depuis un petit moment. Et puis on verra quand elle reviendra à verser des dividendes ou pas. Et je la vois pas non plus disparaître dans les années à venir. Je vous rassure là-dessus. Au niveau donc du graphique, vous voyez qu'on a un biseau. Par contre là, on a un biseau qui n'est pas un biseau haussier ni à plat, mais on a plutôt un biseau en baisse assez forte, hein, malheureusement pour nous. Et on voit que ça va travailler dans le biseau. Et donc si ça travaille dans le biseau, possiblement on pourrait revenir vers les 8 €. On verra bien, est-ce qu'on va y venir ou pas. On a une moyenne mobile 50 périodes à 22,47 et une moyenne mobile 20 périodes à 15,16. Donc un écart très important sur les moyennes mobiles. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sorti de nos problématiques sur ce dossier. Donc si aujourd'hui vous n'y êtes pas et que vous dites que c'est le bon moment d'y rentrer, je vous le dis tout de suite, attendez, n'y allez pas, soyez patient, il peut se passer encore beaucoup de choses là dans les mois à venir. Laissez l'année 2025 passer pour voir comment ça se passe sur Nexity, et ensuite peut-être il sera temps de revenir sur le dossier, ou au moins de nouveau la regarder. Mais pour 2024, je n'y crois pas une seule seconde. Si on revient déjà au-dessus des 10 €, je pense qu'on aura de la chance. Ubisoft. Donc Ubisoft ne veut pas non plus. Donc on est dans les jeux vidéo. Pourtant on a une belle société hein, dans les jeux vidéo. Il y a des jeux qui vont sortir.
J'espère que Noël va être plutôt positif pour Ubisoft, c'est un peu ça que je joue. Hein. Dès qu'elle sera revenue de toute façon au-dessus de mon PRU, je sortirai du dossier. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense pas que je garderai Ubisoft, à moins que vraiment elle revienne dans un business model beaucoup plus intéressant, avec des marges plus intéressantes, ce qu'elle a promis, mais je n'y crois pas non plus, et pourquoi pas avec un dividende. À ce moment-là, peut-être que je la garderai, et on verra ce qui se passe. En tout cas, pour le moment, mon objectif, s'il n'y a pas de dividende, et si vraiment son business model qu'elle a complètement revu différemment, qui me paraît plus intéressant, n'apporte pas ses fruits, je pense que je sortirai du dossier à un moment ou à un autre, en plus-value évidemment. Le PR 2024 est à 23 fois les bénéfices, donc pas de rendement. Évidemment, Ubisoft, comme Nexity, je vous conseille absolument pas d'y rentrer. Pour le moment, soyez patient, attendez de voir ce qui va se passer. Une étoile pour Ubisoft, parce que ça reste quand même, pour la société, ça reste une belle société avec de très belles licences, beaucoup de jeux AAA. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette société. J'ai joué quand j'étais plus jeune à énormément de leurs jeux, comme peut-être vous d'ailleurs. Hein, et vraiment, ça m'ennuie qu'ils n'arrivent pas à faire mieux que ça. Même pas d'un point de vue investisseur, hein, c'est d'un point de vue même. C'est dommage, c'est une belle société, une belle pépite française. Et ce serait dommage qu'elle disparaisse un jour. Je la vois pas encore disparaître. Hein, je pense qu'il y aura, si un jour elle devait être dans une situation comme ça, elle sera rachetée par des grosses sociétés du jeu vidéo et qui récupéreront leur licence, mais voilà, ça serait quand même dommage. Donc Ubisoft, j'en ai 50, j'ai un PRU à 29,11, moins value latente de 42,01%. Donc vous voyez que Ubisoft et Nexity déjà me font très mal, ces deux-là, hein, sur le portefeuille. Et malgré tout, j'arrive quand même toujours à être en positif, avec Kering aussi, qui me fait assez mal aussi au portefeuille. J'ai 3 actions qui sont vraiment pas au top. Sur les 3, il y en a qu'une qui me verse un dividende, donc c'est vrai que Ubisoft et Nexity, je serais plus enclin à sortir si jamais elle devait revenir au-delà de mon PRU. Après, malgré tout, vous voyez que le portefeuille quand même continue à tenir un peu la route et qu'on reste quand même en positif, vous allez le voir à la fin. Donc sur Ubisoft, sur la journée de vendredi, moins 0,5, sur la semaine, plus 1,78, sur un mois, moins 23,25, sur 3 mois, moins 16,34. Et si on regarde la map, c'est pareil, on a une map complètement rouge, et on a que sur 10 ans, on a du plus 3,33%. 10 ans, j'étais pas sur le dossier à cette époque-là. Après, je crois beaucoup quand même à l'univers du jeu vidéo, et je pense que il prendra de plus en plus d'essor dans les années à venir. Là, on est juste sur un moment où il y a eu une très très grosse accélération pendant le Covid, et peut-être que ça a été trop vite, et que là maintenant, le jeu vidéo a du mal à remettre un peu de l'allant, mais toutes les progrès technologiques me font penser que le jeu vidéo, il est qu'au début de son attrait, notamment pour les loisirs, hein, puisqu'aujourd'hui je crois que le jeu vidéo était même passé devant le cinéma, hein, au niveau des loisirs. Donc demain on aura des jeux vidéo qui seront en 3D, on aura des écrans qui seront encore différents, on aura des casques virtuels, on aura vraiment un côté immersif dans les jeux vidéo qui sera encore plus important, et donc c'est pour ça que j'y crois énormément. Et j'imagine peut-être même, hein, quand je serai plus là, malheureusement il y a bien un moment où je serai plus là, et comme vous, sans doute, en tout cas j'espère pour vous le plus tard possible, on aura sans doute des compétitions, peut-être type Jeux Olympiques, qui seront uniquement avec des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Ça, je suis sûr que ça arrivera dans les décennies à venir. Donc le jeu vidéo pour moi est loin d'avoir fini de faire parler de lui. Ensuite, alors au niveau du graphique, donc là au niveau du graphique, je vous avais dit, on avait le biseau qui s'était formé, donc on avait une résistance en pointillé rouge avec le support plein vert, et là ça tapait un petit peu, et l'objectif c'était que ça passe au-dessus. On l'a vu passer au-dessus il y a 3 mois, le mois dernier on est revenu au milieu des deux, et donc ça c'était mauvais signe, et là on est carrément passé dessous. Donc bof. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire que bof, hein. Là vraiment c'est... Au niveau du graphique c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible, là. C'est pas du tout positif au niveau du graphique, ça fait assez peur.
Je sais pas jusqu'où on pourrait descendre, peut-être aller chercher les 10 euros, pourquoi pas. Bon, bah voilà, hein, si c'est comme ça, ça ira chercher les 10 euros, puis on attendra. De toute façon, aujourd'hui, je peux plus rien faire d'autre. Sortir, vendre en perte, ça je le ferai pas, je vous l'ai déjà dit, puisque je crois quand même à la société et je crois en son business. Donc, il n'y a aucune raison que je sorte aujourd'hui, que je m'enlève d'une société qui va pas disparaître et qui au pire pourrait être rachetée avec toutes ces magnifiques licences. Après, ce n'est que mon point de vue. Et donc du coup, on a une moyenne mobile 50 périodes à 41,61 et on a une moyenne mobile 20 périodes à 23,53. Ensuite, Eramet. Eramet, il faudrait que je revienne un peu sur le dossier. Alors au niveau du dividende, on sait que c'est une société qui ne va pas verser un dividende de façon stable, voire même est capable de le couper assez rapidement. On sait que l'État a des parts dans Eramet, hein, puisque Eramet c'est toutes les matières premières, notamment aussi du lithium et tout ça. La problématique qu'on a sur Eramet, c'est que une grosse partie de son business se trouve dans d'autres pays, et pas forcément des pays qui sont des pays très démocratiques, hein. Donc ça peut être problématique pour eux lorsqu'il y a des coups d'état ou des choses comme ça. D'ailleurs c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus dans quel pays, et le marché a pris peur et il y a eu une grosse chute dessus. Moi j'en avais profité pour reprendre un peu d'Eramet, et ensuite le pays concerné a tout de suite rassuré les autorités françaises en leur disant vous inquiétez pas, Eramet continuera son business, nous on n'est pas là pour les embêter, il n'y a pas de souci. Donc tant mieux pour nous, mais ça laisse quand même penser que il y a quand même des risques très importants sur Eramet, des points de vue géopolitiques, et évidemment le fait que la France ait une grosse partie aussi du capital d'Eramet. Et on sait très bien que malheureusement le gouvernement français, il a montré toute son incapacité à gérer quoi que ce soit et à faire de la rentabilité avec quoi que ce soit qu'on lui mettait dans les mains. Donc malheureusement, sur ça c'est compliqué. Le PER 2024 c'est à 4,7 fois les bénéfices, donc on est quand même sur un PER très bas, puisque vous voyez 2023 on était à 8,70, et le rendement est de 4,87%. Donc Eramet, je trouve que c'est une société intéressante quand même à avoir, pour les matières premières, parce qu'il y a quand même peu de sociétés qui proposent ces matières premières aujourd'hui sur le marché, et par le fait qu'on a un rendement du dividende qui est intéressant, lorsqu'elle ne le coupe pas évidemment. Après la marge nette est aux alentours de 10%. J'en ai 10 actuellement, j'ai un PRU à 61,79, j'ai une plus-value latente de 19,11%, et lorsque je regarde au niveau de la map ici, sur vendredi j'ai plus 1,45, sur une semaine plus 5,75, sur un mois moins 28,54, sur 3 mois, moins 26,91. Et ensuite, on voit qu'on a quand même un peu de rouge, on a un peu de vert, on a un peu de tout en fait. Hein. Sur 1 an, on était positif, sur 3 ans, on était négatif, sur 5 ans, positif, sur 10 ans, négatif. Donc vous voyez vraiment une société qui peut vraiment avoir énormément de volatilité. Et là, typiquement, il faut être quand même solide dans sa tête et avoir un objectif très clair de ce que vous voulez faire avec Eramet. Sinon, vous risquez de ne pas supporter la volatilité de la société et de vendre à chaque fois au mauvais moment ou d'acheter au mauvais moment à chaque fois. C'est le risque. Au niveau du graphique, donc on est bien redescendu. On est entre la moyenne mobile 20 périodes à 78,77 et la moyenne mobile 50 périodes à 71,85. Je vois pas très bien là, donc j'ai à 85. On a une petite mèche qui s'est faite, mais pour le moment ça tient entre les deux. Si jamais ça devait casser la moyenne mobile 50 périodes, on a toujours un support dessous. Bon, pour le moment, ça me semble être ce que Eramet fait, ce que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'elle va aller taper les 70-60, et puis ensuite elle va remonter aux alentours des 100-110, puis ensuite elle va redescendre, et ainsi de suite. C'est ce que je vous avais dit hein, la première fois que je suis rentré sur le dossier. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont vendu, quand je leur avais dit vers les 107, ils ont vendu à ces hauteurs-là. Moi, j'avais vendu à 113, j'avais pris un tout petit risque, et après, elle est redescendue tout de suite derrière. Vous voyez, hein, 3 bougies vertes, 3 bougies rouges. Donc on est sur une société où on pourrait rentrer assez facilement en lisant le marché, en lisant le graphique, pardon, vendre au bon moment, et ensuite profiter à chaque fois d'une redescente et racheter, ainsi de suite.
FDJ. Donc FDJ, je réfléchis, soit je grossis ma ligne et je vais jusqu'à mes 1000 euros pour avoir une ligne à 1000 euros, après je sais pas comment ça me fera d'action, soit je vends et je rentre une autre ligne qui m'intéresse en ce moment, qui est encore un peu chère mais qui m'intéresse quand même. Alors FDJ c'est quand même intéressant je pense hein, pour quelqu'un qui cherche le dividende, puisqu'elle reverse 80% de ses bénéfices nets. On voit que le dividende augmente très rapidement. Après, la société est quand même assez jeune, donc c'est normal qu'il augmente rapidement. Il va falloir attendre sur 10 ans, voir si elle arrive à le tenir. Elle a cet avantage concurrentiel qu'une autre société n'a, c'est-à-dire qu'elle a l'avantage concurrentiel de la loterie nationale, donc ça personne d'autre peut le faire à part elle, aucun concurrent. Bon, voilà, il y a de plus en plus de gens qui jouent, malheureusement. Moi je suis toujours surpris de voir les gens jouer, gratter et tout ça dans les bars. D'ailleurs ça m'est arrivé 2 fois de discuter avec des gens qui étaient en train de jouer à la loterie nationale et de gratter en même temps et mettre de l'argent dedans, en leur expliquant qu'ils pouvaient très bien gagner 100% du temps en étant investis sur FDJ, en bourse, et au moins ils toucheraient toujours leur argent chaque année et ils seraient sûrs de gagner, plutôt que de claquer de l'argent dans les paris. Alors après, moi ça me convient, hein, puisque aujourd'hui, si demain plus personne ne joue à la loterie, plus personne n'achète des jeux à gratter, bah, je gagnerai plus rien sur FDJ. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Et bien souvent, quand je leur explique ça, ils sont assez surpris, ils me regardent avec des gros yeux, ils me disent ah, bon, on peut faire ça. Et voilà, et comme ça, je leur explique parfois, et j'espère qu'il y en a sur les deux, au moins un sur les deux, qui a eu l'intelligence d'écouter ce que je lui ai dit et d'avoir ouvert son compte et d'avoir mis un peu de sous sur FDJ. Bref, donc FDJ, un PER 2024 à 17,2 fois les bénéfices, un rendement 2024 à 4,83%, et une marge nette aux alentours de 15%. Donc on voit quand même qu'au niveau des fondamentaux, c'est correct, et qu'il n'y a aucune raison que ça change, puisque de toute façon, ils ont le monopole. Pas de dette. Alors ils n'ont pas le droit d'avoir de dette non plus, puisque c'est une société qui, l'État a une grosse partie dessus, en tout cas gère cette société aussi, et donc du coup je pense que la FDJ n'a pas le droit d'être en négatif, et donc ça c'est aussi très bon pour les actionnaires, hein, puisqu'on sait qu'on n'a aucun risque de dette. Au niveau des quantités, j'en ai 20, donc le PRU est à 35,98, moins-value attente de 0,35%. Je l'ai depuis 2024, depuis le 03 2024. Donc peut-être que je vais continuer à faire ma ligne d'arriver à 1000 euros investis sur FDJ, et puis sans doute qu'à ce moment-là j'arrêterai. Mais pour en arriver à ces 1000 euros, je pense que sur FDJ on va vraiment attendre le krach boursier, ou vraiment une grosse chute hein, en dessous des 30 euros. Sinon même plutôt aux alentours des 25 euros je dirais, pour pouvoir reprendre. Sinon on la laissera comme ça pour le moment, on verra combien de temps j'accepte de la garder, et combien de temps au bout de combien de temps j'ai plus envie de la voir. Vous voyez que sur la map, alors toujours relatif hein, puisqu'elle est quand même assez jeune, on a du vert, un petit peu de rouge ici sur 6 mois, du rouge sur 3 ans, mais sinon après on est vert partout. Après comme je vous dis, on n'a pas suffisamment de recul pour le moment sur FDJ, mais vu comme ça paraît quand même être un dossier assez qualitatif. Là il faut vraiment s'occuper que du fait d'acheter avec le PRU le plus bas possible. C'est vraiment ça l'idée sur FDJ. J'en rachèterai pas avec un PRU, avec un prix de cours du marché au-dessus de mon PRU par exemple. Typiquement si elle va à 36, je pense pas que j'en rachèterai. J'attendrai plutôt qu'on revienne, vous voyez, aux alentours des, ouais, comme je vous ai dit, 25 euros, mais on voit que 25 euros on est ici. Ça fait un petit moment qu'elle n'y est pas allée quand même. Hein. Donc on verra. FDJ, on verra. Je pense que ça sera une ligne qui fera 1000 euros et pas plus, et après on s'arrêtera. Et qu'advienne qui pourra, comme on dit. Là actuellement, donc elle a fait une mèche pour revenir tester les deux moyennes mobiles. Donc moyenne mobile 20 périodes à 33,67, moyenne mobile 50 périodes à 33,41. Elles sont quand même très proches l'une de l'autre. Bon bah voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur FDJ. Hein. Si le dossier vous intéresse, vous pouvez commencer votre ligne peut-être un petit peu en dessous entre 35 et 30, et puis après vous faites juste une petite ligne, et puis après vous attendez de voir quand elle va passer sous les 30 euros pour renforcer tranquillement. Mais il ne faudra pas avoir le plus gros de votre portefeuille sur FDJ.
En tout cas, pas si vous achetez maintenant. Évidemment, ceux qui ont acheté tout au début, lorsqu'elle a fait son introduction, où là, il y avait des opportunités vraiment très intéressantes. D'ailleurs, FDJ, c'est marrant, mais c'est l'action qui a fait que j'ai ouvert mon PEA. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai ouvert le PEA pour investir sur FDJ. Je l'ai fait un poil trop tard, je crois, pour FDJ, où j'ai pas tout de suite investi dessus, parce que je vous rappelle qu'au départ, je me suis bien fait avoir par ma banque, hein, qui m'a donné un numéro de téléphone où j'appelais pour passer mes ordres. Ça me coûtait les yeux de la tête. Bon, bref. Et donc, du coup, au départ, c'est FDJ vraiment qui m'a motivé pour ouvrir le PEA. Et puis après, j'ai pas investi tout de suite, j'ai attendu un petit peu. Et puis, je me suis retrouvé à commencer à investir en 2020. Donc, comme quoi, hein, cette action, c'est bien qu'elle reste dans mon portefeuille. Ça me laissera toujours en tête que, bah, voilà, si j'ai aujourd'hui investi en bourse et si j'ai changé ma façon de voir les choses, et que aujourd'hui, je vois plus le fait de travailler, de donner son temps pour de l'argent, mais plutôt investir son argent pour gagner du temps, bah, c'est grâce aussi à FDJ. Alors, au niveau du tableau des dividendes, il n'y a pas grand chose à voir, donc on va essayer de passer assez rapidement. Vous avez vu qu'il y a toujours l'achat de L'Oréal, mais ça c'est ce que j'ai fait en début de mois. Depuis, j'ai rien fait d'autre. Mes dividendes donc atteignent 1000 euros, ça y est. Je pense qu'à la fin de l'année, je devrais être pas loin du SMIC, je pense, pour la première fois, donc je suis plutôt content. 1200 euros, ça veut dire 100 euros par mois de gagner en dividendes pour cette année, ça serait pas mal. C'est bien, c'est un premier palier, c'est pas une fin en soi, c'est juste un premier palier. Vous voyez que par rapport à 2023, ça a fortement augmenté. Alors après aussi, mon portefeuille, je le travaille de mieux en mieux. Je vous laisse regarder vite fait, hein. Vous connaissez le principe, quand c'est rouge, c'est que j'ai acheté mes actions plus chères que mon PRU, et quand c'est en vert, c'est que j'ai acheté moins cher que le PRU de base. Tout simplement. Et toutes les actions que vous voyez ici en plus, c'est pour vous montrer que cette année j'en ai acheté 20 de plus, mais que j'en ai revendu 20 aussi dans la même année. Voilà, comme ça permet vraiment de voir un peu de façon très précise ce que je fais sur mon portefeuille, et au moins je vous cache rien, 100% transparent. Et ça, vous pouvez dire qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Alors, au niveau de l'évolution du portefeuille, donc les répartitions, vous voyez que j'ai toujours aucune action au-delà des 10%. Alors, on voit ici qu'on a Euronext au-dessus de 10% qui est à 10,3% de portefeuille. Mais en fait, le portefeuille ne prend pas en compte le solde en espèces. Donc, en fait, je serai un peu moins de 10% sur Euronext. Et ici, vous avez mon portefeuille global, donc toutes les actions, combien ça représente en capitalisation boursière, la valeur totale des entreprises, le rendement du dividende. Donc là, actuellement, mon portefeuille tel qu'il est conçu, visiblement me rapporte 3,91% en rendement sur dividendes. Uniquement les dividendes, c'est pas les plus-values, c'est que les dividendes. Voilà, donc je vous laisse regarder vite fait. Si vous voulez regarder un peu plus, n'hésitez pas à faire pause pour aller dans le détail. Si vous voulez avoir aussi votre portefeuille, n'hésitez pas à aller sur FinChat. Vous avez sur ma chaîne un tutoriel pour l'utiliser. C'est assez simple. Donc vraiment, c'est une intelligence artificielle qui est couplée à la bourse. Donc plutôt très intéressant. Vous avez quelques petites choses comme ça qui sont sympas à regarder. Donc maintenant on en vient à mon portefeuille. Donc le portefeuille affiche maintenant 28 406,25 euros. Solde en espèces, c'est 256,55. Donc par rapport à la veille, vous voyez que j'ai gagné 48,90 €. La moins-value latente est de 320,66 €. On commence à revenir un peu plus dans la normalité, un peu plus à zéro, on va dire. Bon, ça reste toujours difficile. Notamment, vous voyez, donc je disais Kering me fait perdre 875 €. Ici c'est Nexity, je perds 1165 €, et Ubisoft 611 €. Donc, vous voyez que déjà ces trois valeurs là, c'est vraiment les moins-values sont très importantes, et malgré tout le portefeuille est presque revenu à la positif. Depuis le début de l'année il est positif, vous allez le voir après, mais voilà, c'est quand même assez difficile d'avoir un portefeuille qui tient quand on a trois valeurs comme ça qui sont assez dégradées. Au niveau de Rémi Cointreau, j'ai toujours mes ordres à la vente, 10 à 85, 10 à 95. Comme je vous l'ai dit, si ça n'y va pas, au mois d'octobre, on aura les dividendes, et puis on verra bien comment ça se passe. Et l'année prochaine, je remettrai mes ordres de vente à 85, 95,
Et puis voilà, comme ça, moi j'ai pas besoin de m'occuper de Rémi Pointreau, elle sortira quand elle devra sortir, et ça sera comme ça, et ça sera très bien. Au niveau donc du portefeuille, donc je suis en plus-value latente de 0,79% actuellement, donc je suis revenu dans le positif, donc plutôt content. Là j'ai donc 28 406,25 euros, je suis assez loin de mes 32 486 euros que je me suis donné en objectif pour la fin d'année. Il reste encore 3 mois, on verra bien comment ça va se passer. Il pourrait y avoir des nouvelles positives, comme je vous ai dit. Et s'il y a des nouvelles positives, ça pourrait réaugmenter rapidement. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de volatilité en ce moment. Donc pourquoi pas revenir aux 8000 points sur le CAC 40. Mon portefeuille pourrait atteindre ces 32 000 euros d'objectifs. On verra. En tout cas, vous voyez que j'ai des objectifs et au moins j'ai quelque chose sur lequel me baser pour aller chercher ce que je veux faire à la fin. Si vous n'avez aucun objectif, aucune stratégie, vous allez vous perdre et dès qu'il y aura des grosses variations de cours, vous ne saurez plus quoi faire et vous risquez de partir en FOMO à l'achat ou à la vente, et ça c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Au niveau donc du rendement du CAC 40, moins 1,24% pour le moment, donc vous voyez, et si on regarde donc depuis 5 ans, je n'ai eu qu'une année où j'étais en négatif sur mon portefeuille, et cette année-là où j'étais en négatif, j'étais à moins 0,49%, c'est vraiment pas grand-chose. Sinon tout le reste du temps, mon portefeuille depuis 5 ans est resté quand même positif, malgré des erreurs que j'ai pu faire, notamment sur la première année. La première année, j'ai gagné 33,14%, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'avais été en capacité d'attendre et de laisser les actions revenir au plus haut, parce que j'ai vendu des actions, des belles actions à des bons prix, j'aurais jamais dû faire, comme Thales, comme GTT, que j'avais à moins de 80 euros à l'époque. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.